Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez au mieux. Je vous retrouve aujourd'hui pour mon point lecture autour du challenge Mars au féminin. Si jamais vous n'avez jamais entendu ce challenge et que vous débarquez sur cette chaîne, en fait, sur mon autre chaîne Il était une fois personnage, au début du mois de mars, j'avais fait une pile à lire autour des lectures que j'avais envie de faire pour le challenge Mars au féminin, organisé notamment par Flow & Books. Le but de ce challenge c'était de lire durant le mois de mars le plus d'autrices possible. Je n'ai pas lu uniquement des autrices, vous le verrez, mais j'ai lu quand même pas mal d'autrices et j'ai pas mal de retours à vous faire. Déjà en tout premier, je vous parle de deux recueils de poèmes écrits par un même auteur, donc Olivier Barbaran. C'est un poète contemporain, c'est notamment celui qui préface l'édition en Pléiade d'Aragon. Je pense que c'est peut-être juste l'édition en Pléiade des œuvres poétiques d'Aragon. Je ne suis pas sûre, je connais peu de poètes et poétesses contemporaines, et donc je me suis laissée gagner par l'écriture d'Olivier Barbaran. Si on en arrive à préfacer Aragon en Pléiade, c'est que nos écrits sont fortement influencés par cet auteur également. On retrouve beaucoup d'Aragon dans ses poésies, donc les deux recueils que j'ai lus, c'est Élégie étranglée et Ode dérisoire, et quelques autres un peu moins. C'était touchant pour les deux, j'ai nettement préféré Ode dérisoire. Ça parle beaucoup d'amour, de désespoir, de perte. La poésie, c'est toujours difficile de mettre des mots dessus. Je trouve d'autant plus la poésie contemporaine, j'ai pas forcément les mots. Je peux vous faire part de mes émotions qui ont été énormément de tristesse, parfois de l'émerveillement. Il pratique beaucoup le vers libre. En tout cas, j'ai beaucoup aimé découvrir ce poète. Alors, je vais vous lire quelle ode. J'ai ouvert le livre et je suis tombée sur Ode au théâtre, à qui il dédicace pour Aragon évidemment. Didascalie initiale. Un cube noir évidé au centre suffit pour le décor. Suivant les moyens alloués au metteur en scène, on pourra ajouter des murailles de tissu aux couleurs indifférentes pourvu qu'il y en ait. Peu d'éclairage, c'est le reflet des tentures qui importe. Quelque chose comme une agitation d'eau, un massacre de lumière et de voilage qui palpiterait au centre des choses. Après les coups de balai traditionnels, pour que le premier rang enfin se taise, entre en scène un assez jeune homme. Voix de ténor, le reste à l'avenant. Des yeux, les poings nus, le reste aussi si l'on y tient. On recrutera plutôt Brad Pitt que, mettons, l'auteur de cette tragédie. L'acteur. C'est ici le temps des tempêtes, le ciel plus beau d'être rincé, des spots pâles d'azur et d'opale accrochés au tissu. Ici tout se fait plus grand et plus violent que nature. Les gestes même, un moment flottent à côté des corps qui les firent et meurent bien après dans un envol de pigeons au-dessus du velours et du silence des fauteuils. Et quand le feu sur vous s'éteint, ici l'eau des lueurs s'allume. Que s'ouvrent les lèvres enfin sur ce palais de planches, où ne se voit du monde qu'une équation, simplifier une table et deux chaises pour toute la maison. Ici l'arbre se fait forer, un châle jeté sur un dossier désigne les départs. Ici un siège vide suffit à dire les absences. La mer est un drap replié la nuit, des trous sur un manteau. Et 2 heures durant règne ce temps symbolisé, où je n'ai moi-même qu'à mimer ma propre foule, la meute en moi du monde comme peut-être en vous. J'arrête là, je peux pas vous le lire en entier parce que cette vidéo serait 1000 fois trop longue, mais c'est magnifique. Si vous voulez rencontrer en tout cas des écritures poétiques contemporaines, je vous conseille de vous pencher sur Olivier Barbaran. Je lus aussi 3 ouvrages de fantasy, mais c'est des ouvrages particuliers que je n'aborde pas plus que ça dans cette vidéo, puisque pour le mois de mai en fait je vais faire un podcast sur les premiers auteurs et autrices de fantasy, donc c'est-à-dire ceux qui ont écrit à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, ceux qui écrivaient avant Tolkien, en gros avant le raz-de-marée Seigneur des Anneaux. J'ai lu Les Dieux Verts de Nathalie Hanberg, dont je vous parlais dans mon dernier vlog sur Personnage. J'ai aussi lu Les Centaures de André Lichtenberger, que j'ai vraiment adoré. Et j'ai aussi lu La Princesse Légère de George MacDonald. Mais si vous voulez connaître mon avis, il faudra écouter le podcast au mois de mai. J'ai lu une pièce de théâtre rapidement à la fin du mois de février, au début du mois de mars, c'est Les Sorcières de Salem d'Arthur Miller. Ça reprend le procès des sorcières de Salem qui est très très connu. C'est une pièce très connue. J'avais fait un bilan de mes meilleures lectures de 2019 sur Personnage. Dedans il y avait Moi, Tituba, sorcière noire de Salem de Marie Scondé. La thématique autour des sorcières de Salem, autour des sorcières en général, ça fait partie de mes dadas cette dernière année, ces derniers mois. Et pour un projet scénique personnel, je me suis nettement penchée sur les pièces de théâtre autour des sorcières. Donc c'est pour ça que j'ai lu celle d'Arthur Miller, que je n'ai personnellement pas aimée, parce que j'ai trouvé l'écriture, c'est un peu ce qu'on peut reprocher je pense à ce théâtre américain des années là. C'est pas comme du Tennessee Williams, mais il y a ce
petit quelque chose là qui me dérange, c'est pas extrêmement travaillé, c'est pas très lyrique. Moi j'aime bien quand même les très belles écritures au théâtre. À voir, ça peut être spectaculaire et très impressionnant et intéressant sur toute cette misogynie et ce puritanisme qu'était la ville de Salem, mais à lire c'était un peu ennuyeux parfois, ennuyant. Je vais pas vous lire le théâtre parce que c'est très compliqué de faire là plusieurs personnages comme ça et je saurais pas quoi prendre. Après, pour les personnes qui ont regardé la série Salem qui est disponible sur Netflix notamment, il s'inspire beaucoup de cette pièce. Voilà, on retrouve énormément de personnages, énormément de thématiques. Vous ne serez pas perdu en lisant cette pièce de théâtre si vous avez vu la série. Le personnage de Tituba ici est assez stéréotypée puisque c'est l'esclave qui vient de la Barbade, donc elle est assez stéréotypée sur l'animisme, sur le vaudou, des choses comme ça. Les femmes sont écrites, peut-être traduites en tout cas, de manière extrêmement naïve. Ce sont des jeunes filles qui sont censées parler mais elles ont limite un vocabulaire d'enfant, enfin c'est... J'ai pas accroché à cette version là du mythe des sorcières de Salem. J'ai aussi lu pour ce mois de mars au féminin Le château des enfants volés de Maria Grip, qui en réalité s'appelle Christine Grip et qui est née en Suède, donc c'est une autrice suédoise. Ce livre, pourquoi je l'ai lu? Parce que dans l'introduction de l'essai Sorcière de Mona Chollet parle de Floppy le Redoux qui est un personnage central dans le château des enfants volés. Et ce livre est introuvable et les prix ont nettement augmenté depuis la parution de Sorcière de Mona Chollet bien évidemment, et j'ai eu la chance de le trouver chez Cash Express à quelques centimes. Donc je me suis pas privée et c'est une lecture que j'ai vraiment beaucoup aimée. J'ai beaucoup aimé la vision que développe Maria Grip de la sorcière. Personnellement, dans les ouvrages que j'ai lus quand j'étais enfant, les personnages de sorcières c'était toujours des personnages extrêmement stéréotypés et très manichéens. Voilà, d'un côté on avait le héros, de l'autre côté la sorcière. Bien que j'ai quelques ouvrages comme ça qui me viennent en tête où parfois c'était à nuancer, mais la plupart du temps c'était quand même très manichéen. Et ici, le personnage de Floppy le Redoux est présentée comme une figure mystérieuse. Elle est plutôt mise en scène comme une guérisseuse, comme la bonne âme qui vit sur la colline seule en solitaire avec son corbeau. Il y a quelques mythes aussi de la mythologie grecque qui sont repris dans cet ouvrage. Ça ne se passe pas autour de Floppy le Redoux, contrairement à ce que je pensais. C'est l'histoire d'un frère et d'une sœur, Christelle et Clara, qui sont élevés par un souffleur de verre et son épouse. On est un petit peu dans de la réécriture d'Hansel et Gretel puisque le souffleur de verre et son épouse voudraient avoir plus d'argent. Ils se rendent à un marché tous les ans pour espérer avoir l'argent dont ils ont besoin pour tenir tout l'hiver. Et un riche seigneur, un riche prince passe en calèche et voit les enfants et décide de les enlever pour tenir compagnie à sa dame dans leur demeure qui est une demeure... dans un non-lieu, enfin c'est très magique et extrêmement mystérieux et on n'a pas toutes les réponses et c'est ce qui me plaît parce que dans un récit jeunesse, d'autant plus je trouve qu'il est important de laisser place à l'imaginaire de l'enfant pour qu'il puisse lui-même s'inventer les réponses aux énigmes qui sont proposées par le livre et qu'on n'ait pas toutes les réponses toutes mâchonnées. J'espère que ce livre sera republié, le livre de poche si vous m'entendez ce serait pas mal parce que on manque d'écrits jeunesse intéressants et développée je trouve, et là Maria Grip vraiment a une écriture développée et exigeante pour des enfants et ça fait du bien. Seule une vieille femme vivait encore sur la colline, bien que personne ne comprît qu'elle osât y demeurer. Le passant de loin apercevait sa maisonnette nichée à l'ombre du pommier et où le soir luisait une faible lumière. C'était une bien curieuse personne. Elle se nommait Floppy le Redoux, ou plutôt c'était ainsi qu'on l'appelait car nul ne connaissait son vrai nom. Les gens l'avaient surnommée Floppy car elle sortait toujours enveloppée dans une ample cape bleu foncé dont le large col claquant au vent faisait flop, flop autour de sa tête. Elle était aussi coiffée d'un drôle de chapeau. Ses bords souples étaient parsemés de fleurs retombant d'une haute calotte violette garnie de papillons. Floppy était un personnage très bizarre, elle savait prédire l'avenir. Dédaignant les cartes, elle lisait dans les lignes de la main ou scrutait le marc de café. Nombreux étaient ceux qui, bravant la sinistre réputation de la colline, se glissaient de nuit jusqu'à sa maisonnette pour connaître leur destin. Cependant, la véritable vocation de Floppy le Redoux n'était pas de prédire l'avenir, mais de tisser. Elle tissait sans trêve d'extraordinaires tapis dont elle inventait elle-même le dessin. Chacun avait le sien propre, différent des autres. J'ai retenté pour la 3e fois de mon existence Marguerite Duras. Alors, cette fois j'ai compris. Mais j'ai pas trop aimé. L'amant, j'avais pas aimé.
l'amour, j'avais pas compris. Et là, écrire, qui est plus ou moins un essai sur l'écriture, sur le rapport de Duras à l'écriture. C'est beau, il y a des très beaux passages, mais il faut, je pense, beaucoup aimer Marguerite Duras et connaître sa vie en amont de cet ouvrage pour saisir toutes les références qu'elle y fait. Moi, c'est pas un personnage que je connais véritablement, Duras, donc j'ai pas tout saisi de cet essai, ce roman. Enfin, c'est très compliqué de définir de toute façon l'écriture de Duras. J'ai laissé tomber. Mais il y a de très beaux moments sur le rapport à l'écriture. Et ce qui est drôle, c'est que j'ai commencé ce récit le lendemain du confinement. Et Duras, dès les premières pages, nous dit que un écrivain pour elle, c'est la personne qui se coupe du monde, qui retourne chez elle et qui écrit seule chez elle et qui est coupée du reste du monde. Et c'était pas évident à lire pour moi à ce moment-là parce que j'étais toute seule, reculée du monde. Et donc lire ces pages où Duras se dit à quel point il faut être seul, c'était parfois dur, mais il n'empêche qu'il y a eu de très beaux moments, mais j'ai l'impression parfois c'est ça en fait, Duras, il faut juste prendre comme si c'était plein de petites citations qui se suivaient et pas y chercher une linéarité. Je ne sais pas si je retenterai une 4e fois Duras, mais j'ai Moderato Cantabile qui m'attend dans ma pile à lire que j'avais trouvée dans une boîte à livres. Je réessayerai avec Moderato Cantabile, mais je pense que j'aurais eu besoin de cours peut-être à la fac sur Duras pour comprendre et avoir les clés de son écriture pour apprécier la lecture de ses livres parce que j'y arrive pas. Et je sens en plus que je manque quelque chose parce que quand je vois toutes les personnes qui adorent Duras, ça me frustre en fait de pas saisir les clés de son écriture. Il faut toujours une séparation d'avec les autres gens autour de la personne qui écrit les livres. C'est une solitude. C'est la solitude de l'auteur, celle de l'écrit. Pour débuter la chose, on se demande ce que c'était que le silence autour de soi. Et pratiquement à chaque pas que l'on fait dans une maison et à toutes les heures de la journée, dans toutes les lumières, qu'elles soient du dehors ou des lampes allumées dans le jour. Cette solitude réelle du corps devient celle inviolable de l'écrit. Je ne parlais de ça à personne. Dans cette période-là de ma première solitude, j'avais déjà découvert que c'était écrire qu'il fallait que je fasse. J'en avais déjà été confirmée par Raymond Queneau. Le seul jugement de Raymond Queneau, cette phrase-là. Ne faites rien d'autre que ça, écrivez. Écrire, c'était ça la seule chose qui peuplait ma vie et qui l'enchantait. Je l'ai fait, l'écriture ne m'a jamais quittée. Je fais une pause où je mets mes lunettes parce que là sur ma fenêtre j'ai le soleil qui tape et ça me fait super mal aux yeux. C'est un peu mieux. Continuons avec mon look d'institutrice du 19e. J'ai lu Les Quatrains d'Emily Dickinson pour continuer ma lecture de mes recueils de poésie que j'ai eu à Noël. Et je me suis fait avoir sur le livre sur le recueil que j'ai acheté. Enfin, qu'on m'a acheté. Emily Dickinson, je voulais ses poésies sur l'amour aussi, hein. Et là, en fait, si j'avais fait plus attention, tout est dans le titre. Ce ne sont que des quatrains d'Emily Dickinson. Donc c'est presque des petits haïkus. Enfin, c'est très très court des quatrains. C'est 4 vers, quoi. Donc j'en ai plein. J'en ai plein. Mais c'était pas ce que je voulais lire. Je voulais lire des longues poésies d'Emily Dickinson parce que énormément de personnes m'ont dit, quand je l'ai présenté sur Instagram, ah mais c'est super, tu vas voir, moi j'adore Emily Dickinson, j'adore sa poésie, j'adore le biopic qui a été fait sur elle, et j'avais hâte de me plonger dans les poèmes d'Emily Dickinson. Mais encore une fois, je n'ai pas pris le bon recueil de poèmes, donc je n'ai eu que des quatrains, qui sont beaux, hein, c'est pas le problème. Mais je voulais de la poésie là un petit peu plus longue, je voulais vraiment plonger au cœur d'Emily Dickinson, et là, les quatrains c'est bien gentil, comme dit le titre, quatrains et autres poèmes, bref. Donc si j'avais été plus attentive, j'aurais su à quoi m'attendre, à quoi m'en tenir. Emily Dickinson a une correspondance assez sérieuse avec plusieurs personnes, et dans beaucoup de ses correspondances, elle a laissé des quatrains. Et ce sont ces quatrains qu'elle avait disséminés dans plusieurs de ses lettres, qui ont été repris pour faire ce recueil de poésie. C'est la deuxième partie de ces quatrains, donc de 1864 à 1865, 52. Si nous abolissions le gel, l'été ne cesserait pas, que les saisons meurent ou règnent est à notre choix. 53. Si c'était moi qui gagnais l'altitude, si c'était eux qui échouaient. À tant de jeux se livrent les mourants, s'ils pouvaient vivre, ils vivraient. 54. Les collines en syllabes pourpres comptant les aventures du jour à de petits groupes de continents qui s'en retournent de l'école. 55. Mourir sans le mourir et vivre sans la vie. Voilà le miracle le plus ardu proposé à la fois. Et comme c'est une version bilingue, j'ai l'anglais à côté. Et en anglais, c'est pas forcément plus
plus incroyable que ça. Je pense que les haïkus me touchent beaucoup plus parce que je trouve qu'il y a le juste dans le haïku, il y a le côté ciselé, il y a le côté sans détour d'un haïku qui d'un coup vous touche vraiment, comme si la plume comme si la plume du calligraphe d'un coup entrait dans votre cœur et laissait vibrer l'encre à travers de vous. Enfin moi c'est ce que je ressens quand je lis des beaux haïkus. Mais là ces quatrains, ben, ça m'a laissé très très froide malheureusement. J'aimerais retenter Emily Dickinson quand même, donc si vous connaissez le nom d'un de ces autres recueils de poèmes ou même vos poèmes favoris d'Emily Dickinson, n'hésitez pas à me les laisser. J'ai ensuite lu Ourika de Claire de Duras qui, celui-ci, est au programme du club de lecture d'Antastasia pour ce mois-ci. Donc si vous regardez cette vidéo, j'espère vous donner envie de découvrir Ourika de Claire de Duras. C'est un récit très court par une autrice au 19e qui écrit, enfin pour la première fois, qui prend comme protagoniste une femme noire. C'est la première fois en littérature française qu'on va avoir un personnage issu des minorités pour protagoniste de l'histoire. Au départ de ce récit, on a un médecin qui va dans un couvent et qui va rencontrer Ourika qui est une nonne qui va lui conter sa vie. Donc on entre dans le récit enchâssé. Ourika a vécu la fin du XVIIIe siècle, donc la Révolution française, le début du XIXe. Elle a été recueillie par une riche dame qui l'a élevée comme sa fille, qui l'a aimée comme sa fille, lui prodiguer une éducation noble. Mais malheureusement pour Ourika, une fois passé ses 15 ans, elle va être complètement déconsidérée par l'entourage de Madame de B. La question du mariage de Ourika va être centrale dans cette histoire puisque ça va être un déchirement pour Ourika de comprendre, d'avoir conscience en fait de sa position, de comprendre qu'en fait elle a eu plus que ce qu'elle n'aurait dû mériter dans ce siècle-là, dans cette idéologie-là, qui est très triste, hein, on va pas revenir dessus. J'ai trouvé ça très beau que Claire de Duras se mette dans la peau de Ourika et nous livre cette histoire. Moi ça m'a aussi rappelé des récits de personnes qui changent de classe. Donc quand on vient par exemple d'un milieu très ouvrier, qu'on va faire des études à l'université et d'un coup on ne va plus se retrouver, à la fois on n'est pas de la petite bourgeoisie et à la fois on n'est plus tellement du milieu ouvrier non plus, on est dans cet entre-deux extrêmement bizarre et c'est un petit peu ce que va vivre Ourika, toute proportion gardée. Mais moi c'est un récit qui m'a énormément touchée, j'ai beaucoup aimé découvrir cette héroïne, cette protagoniste là, son récit qui est très touchant, ses sentiments comme on a son récit à la première personne, on a ce jeu qui nous va directement droit au cœur. Si un jour vous voulez vous lancer dans des classiques et des classiques où vous dites je veux des choses simples d'accès, faciles à lire et belles, n'hésitez pas à vous pencher sur Ourika de Claire de Duras. On est à la fois dans du romantisme, notamment je pense à la fin où c'est la fin de l'automne et on a les feuilles qui tombent et ça correspond à un événement très particulier pour Ourika. On est à la fois dans le roman historique puisqu'on va narrer la fin du XVIIIe siècle et toute une société aristocratique complètement décadente et la fin de l'ancien régime. Le romantisme c'est mon mouvement favori et le roman historique ça fait partie de mes genres préférés également, donc là j'étais servie. Je regrette que l'écriture soit aussi courte, j'aurais bien aimé que ce soit beaucoup plus développé, mais c'est déjà bien que ça ait existé en tout cas. On sent dans ce récit aussi que Claire de Duras, qui a vécu la fin elle du XVIIIe siècle aussi, elle a été pétrie de l'idéologie des Lumières, de l'idéologie du XVIIIe et que c'est certainement cette idéologie là qui l'a conduite à vouloir narrer l'histoire de ce personnage-là et de la narrer de cette façon. Un petit point. Dans mon édition, comme c'est l'édition collège, le mot en N est expliqué. Et j'ai trouvé ça très bien parce que dans une des vidéos récentes d'Elisa Cab, elle parlait du livre d'Olympe de Gouges, Femme réveille-toi ou Femme libère-toi. Et elle disait justement que le mot en N était utilisé chez Olympe de Gouges mais qu'il n'y avait pas d'explication en note de bas de page pour expliquer d'où vient ce nom, pourquoi il n'était pas forcément problématique à cette époque, dans quel contexte il était utilisé et pourquoi aujourd'hui l'utiliser c'est problématique. Et ici pour le coup il y a une note de bas de page qui explique le mot en N, donc je suis très contente que cette édition explique ça aux collégiens et collégiennes qui vont se pencher un jour sur l'œuvre de Claire de Duras. Pendant que nous sommes seuls, dit Madame 2 à Madame de B, je veux vous parler d'Ourika. Elle devient charmante, son esprit est tout à fait formé, elle causera comme vous, elle est pleine de talent, elle est piquante, naturelle, mais que deviendra-t-elle? Et enfin, qu'en ferez-vous? Hélas, dit Madame de B, cette pensée m'occupe souvent et je vous l'avoue toujours avec tristesse. Je l'aime comme si elle était ma fille, je ferai tout pour la rendre heureuse.
Et cependant, lorsque je réfléchis à sa position, je la trouve sans remède. Pauvre Ulrika, je la vois seule, pour toujours seule dans la vie. Il me serait impossible de vous peindre l'effet que produisit en moi ce peu de paroles. L'éclair n'est pas plus prompt. Je vis tout. Je me vis négresse, dépendante, méprisée, sans fortune, sans appui, sans un être de mon espèce à qui unir mon sort, jusqu'ici un jouet, un amusement pour ma bienfaitrice, bientôt rejetée d'un monde où je n'étais pas faite pour être admise. Une affreuse palpitation me saisit, mes yeux s'obscurcirent, le battement de mon cœur m'ôta un instant la faculté d'écouter encore. Et je termine par... En apothéose, en beauté, un petit peu ironiquement, j'ai lu le 4e tome de La Passe Miroir, donc La Tempête des Échos de Christelle Dabos. Je ne sais pas encore si je vous fais une vidéo complète autour de mon avis sur cette saga, ou où je la fais, est-ce que je la fais sur Barocco, est-ce que je la fais sur personnage, parce que quand on parle Passe Miroir, on rameute beaucoup de monde qui n'est pas forcément intéressé par tout le reste de mes lectures. Donc comme c'est ce que j'ai essayé de fuir un petit peu sur personnage, j'ai pas envie de me retrouver avec le même cas de figure ici. Dites-moi en tout cas ce que vous en pensez, parce que si une vidéo entièrement dédiée à La Passe Miroir ne vous intéresse absolument pas, je le comprendrai entièrement. Donc dites-le moi, soyez franche surtout, parce que c'est une saga qu'on a vue partout, tout le monde a donné son avis sur La Passe Miroir. Je ne veux pas spoiler. Donc je vais essayer de faire au mieux. Cette saga est une saga que j'aime tout de même beaucoup. Je chéris énormément le 1er et le 2e tome que je trouve extrêmement malins, qui ont une empreinte mythologique, ésotérique, théologique très importante. J'ai trouvé que Christelle Dabos maniait à la perfection la théologie en fait, ou comment... la manière de s'interroger sur la cosmogonie, sur la manière de s'interroger sur la façon dont un monde a été fait, a été construit, le rapport entre un auteur et un auteur qui est un créateur d'univers et la création d'un univers en lui-même, c'était vraiment passionnant. Et donc j'ai été déçue par le 3e tome déjà et par le 4e tome, puisque j'ai relu depuis janvier les 4 tomes de La Passe... Enfin, les 3 premiers tomes, je les ai relus depuis janvier. J'ai mis très peu de temps pour lire le 1er et le 2e, le 3e j'ai mis quasiment un mois. Et le 4e, j'ai mis presque un autre mois à me plonger dedans. J'ai recommencé 5 fois ma lecture. Voilà, j'ai recommencé 5 fois les premiers chapitres. Et au bout d'un moment, ça y est, j'ai été lancée et je l'ai lu en 2 fois. Moi, j'avais vraiment envie de savoir le pourquoi du comment. Donc si vous n'avez pas lu du tout La Passe Miroir, arrêtez cette vidéo s'il vous plaît, je vous en prie. Merci de l'avoir regardée. Et si vous êtes un petit peu plus curieuse de mon avis, restez. Ou si vous ne comptez pas lire La Passe Miroir, que ça ne vous intéresse pas, mais que vous voulez mon avis... eh bien c'est comme vous le souhaitez. En tout cas ici moi c'est vraiment l'explication du grand tout qui m'a nettement déçue. C'est une fin ouverte, je pense pas que c'est un spoil de le dire parce qu'on le sait très vite, enfin moi je l'ai su très vite que c'était une fin ouverte. Ça ne me dérange pas, la façon dont ça se termine ne me dérange pas. J'attendais pas de toute façon à ce que ce soit un happy end facile, je réenlève mes lunettes pour parler. Donc là-dessus je ne suis pas déçue. En revanche, moi, c'est vraiment l'explication qui m'a déçue parce que on est dans un monde complètement inventé. Enfin voilà, on est dans un univers de fantasy, donc on est dans un univers inventé, dans un monde imaginaire, et quand tu essayes de créer une science autour de cet imaginaire qui va expliquer l'imaginaire en lui-même, bah tu m'as perdu. Vous voyez, déjà, rien que là dans mon explication, vous êtes perdu aussi. Et ben moi, c'est ce que j'ai ressenti en lisant La Tempête des Échos. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on a essayé trop scientifiquement de m'expliquer des choses qui n'existent pas. Donc, qui ont été inventées par Christelle Dabos dans cet univers. Donc moi, la science, c'est pas mon truc. Je suis pas des théories et des raisonnements scientifiques. Donc là, en fait, j'avais plus ce côté théologie et mystique que j'avais apprécié notamment dans le 2e tome. Là on revenait à des choses presque trop concrètes et c'est allé très vite sur la fin, ça a mis du temps à se mettre en place. Je trouve qu'on est retombé dans un schéma classique de Ophélie à un moment va devoir tout gérer toute seule et découvrir des choses toute seule pour ensuite les mettre en commun avec d'autres personnages et avancer. Et au bout de 4 tomes, ça va, j'ai compris l'idée que c'était toujours à un moment il fallait qu'elle soit toute seule pour se confronter à des choses pour ensuite évoluer. Et comme beaucoup avec qui j'ai pu parler sur Instagram, nos personnages favoris auxquels on s'était attachés, ces personnages qu'on retrouve dans le tome 1 et 2, on les retrouve beaucoup moins dans le tome 3 et peu aussi dans le tome 4. Et ça m'a manqué d'avoir
ces personnages mis en lumière. Après, je ne comprends toujours pas la haine que s'est reçue Christelle Dabos de la part des lecteurs et lectrices qui ont osé aller l'insulter directement sur ses réseaux sociaux, ce qui fait qu'elle s'est retirée des réseaux sociaux, ce qui fait que peut-être elle n'osera plus écrire voyant les réactions que cette fin a suscité, qui ont été extrêmement violentes. Je ne tolère pas la violence, en fait, juste on a le droit de ne pas être d'accord avec un auteur et une autrice sur sa fin, mais on a le droit de dire son avis. Mais il y a une façon de le faire et si vous aviez la personne en face de vous, de toute façon vous lui diriez pas c'est de la merde ce que t'as écrit. Ou si vous le faites, vraiment posez-vous des questions. Je comprends la déception parce que moi-même j'ai été déçue de cette fin et ce qui fait que La Passe Miroir ça reste une saga qui est en demi-teinte pour moi, mais on peut pas reprocher, mais on ne peut pas enlever à Christelle Dabos que grâce à elle la fantaisie française d'un coup est revenue au premier plan et que elle a lancé énormément d'auteurs et d'autrices et que sa plume était réellement inventive et a créé un vrai renouveau autour de la fantasy jeunesse. Et que c'était très exigeant en tout cas au début. La fin aussi est exigeante avec ce côté pseudo-scientifique auquel moi je n'ai pas adhéré, mais ça reste extrêmement intéressant à lire, en tout cas à découvrir comme saga. Et si vous l'avez lu, et que vous avez vraiment adoré, n'hésitez pas à venir m'en parler, je serais ravie d'échanger avec des personnes qui ont vraiment apprécié leur lecture de cette saga, parce que pour l'instant toutes les personnes avec qui j'en ai parlé ont un avis mitigé. C'est tout pour ce bilan lecture, je voulais vous remercier à toutes les personnes qui ont regardé la première vidéo et qui l'ont commentée, à toutes les personnes aussi qui m'ont suivi sur cette chaîne, aux personnes qui m'ont découverte avec cette chaîne, merci de vous être abonnés. J'espère que nos échanges nous enrichiront mutuellement. A très vite pour une prochaine vidéo.